Aujourd'hui, je vous raconte le cas de Martin Gauthier-Belland. Et moi, je vous raconte le meurtre lâche de Sylvie Sanson. Vous écoutez le balado Captive. Michel, je dois t'avouer qu'après avoir complété mes recherches pour mon récit d'aujourd'hui, j'ai dû réfléchir vraiment fort à l'angle que j'allais devoir utiliser pour le raconter. En fait, je te dirais même que j'ai presque reculé parce que je trouve le sujet très délicat. J'ai l'impression que ça risque de susciter des réactions chez nos auditeurs, peut-être même du jugement. Et ça, même si je le sais qu'on a la chance énorme d'avoir une communauté sensible et bienveillante. Oui, ça c'est vrai. Ce serait important de garder en tête que le crime dont il sera question a été commis dans un contexte de maladie mentale grave. C'est pas mon premier récit qui porte sur un individu atteint de schizophrénie qui commet l'irréparable. Je le fais parce que je trouve ça important de mettre en lumière ces histoires-là qui reflètent une dure réalité, soit celle des gens malades qui nagent parfois à travers un système de santé trop souvent surchargé. Ce qui ne permet pas toujours une prise en charge optimale auprès des patients ou sinon simplement d'offrir un accompagnement idéal pour les proches qui, eux, sont souvent impuissants devant la maladie. Cela dit, aujourd'hui, on va avoir affaire à un scénario un peu différent de ce que j'ai déjà raconté. La prise en charge de la personne malade, elle était à première vue contrôlée et bien gérée. Mais malgré tout ça, on n'a pas vu venir le pire. Il s'agit d'un drame immensément triste, tant pour la victime, évidemment, mais aussi pour l'individu qui est en cause. Est-ce que le drame aurait pu être évité? Difficile à dire, parce que malgré tous les efforts, des fois, la maladie prend le dessus. Michel, laisse-moi donc te raconter le cas troublant de Martin Gauthier-Belland. En 2010, Martin a 28 ans. Il est diagnostiqué avec la schizophrénie depuis l'âge de 14 ans, après avoir été interné à la suite d'agissements bizarres qui ont alarmé ses proches. Pourtant, avant d'avoir atteint l'adolescence, Martin était un petit garçon qui allait bien, qui réussissait sans trop de difficultés à l'école. Mais malheureusement, la maladie s'est manifestée assez tôt, dès le début de son secondaire. Il a donc été interné une première fois à la suite d'un incident où il était couché sur l'asphalte en plein milieu de la rue, désorganisé. Une fois le diagnostic de schizophrénie tombé, il a séjourné à plusieurs reprises dans des établissements pour mineurs jusqu'à sa majorité où on le diagnostique avec une schizophrénie paranoïde chronique avec symptômes positifs et négatifs résiduels. Bon, qu'est-ce que c'est au juste? Il s'agit d'un trouble mental grave qui persiste dans le temps et qui vient altérer la réalité des personnes atteintes. Les symptômes positifs sont des manifestations qui s'ajoutent au fonctionnement normal d'une personne. Par exemple, elle est convaincue que des gens l'observent ou lui veulent du mal. C'est des idées délirantes, en fait. Ouais. Ou sinon, la personne entend des voix qui n'existent pas, donc des hallucinations auditives. Les symptômes dits négatifs correspondent plutôt à une perte des capacités normales. Par exemple, la personne devient amorphe, elle parle pas beaucoup ou elle a du mal à ressentir ou exprimer des émotions ou se désintéresse carrément des relations sociales. Ça peut venir par crise, mais même quand les périodes de crise les plus intenses s'estompent, les symptômes peuvent persister et même continuer de nuire au quotidien de la personne malade. C'est une condition qui est très souffrante. C'est pourquoi, une fois adulte, Martin a été pris en charge à plusieurs reprises à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, connu anciennement sous le nom de l'hôpital psychiatrique Louis-Hippolyte Lafontaine, dans l'est de Montréal. Ne pas confondre avec l'autre établissement important qui est souvent mentionné dans nos histoires, l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Bien qu'ils sont situés sur le territoire montréalais et qu'ils accueillent une clientèle aux prises avec des troubles mentaux, ces deux institutions-là ont deux missions bien différentes. D'abord, pour l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, on y accède par le biais du réseau public de santé. Donc, on y offre des soins psychiatriques généraux ou même un peu plus spécialisés. On y traite notamment les individus aux prises avec des troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété sévère, la bipolarité ou la schizophrénie, par exemple. Ce sont évidemment des patients qui sont traités de manière volontaire
ou de manière plus préventive si la personne est en danger pour elle-même, là, par exemple en raison d'une hospitalisation pour un épisode psychotique ou d'une tentative de suicide. Donc, ce sont généralement des séjours de courte ou moyenne durée selon l'évolution de l'état du patient, puisque l'objectif, basé sur la réhabilitation des patients, est de leur permettre un retour dans la communauté, avec idéalement un accompagnement structuré. Quant à l'Institut Philippe Pinel, là, on entre dans un tout autre univers, hein? Ici, on parle de soins psychiatriques légaux ou médico-légaux qui sont destinés à des personnes atteintes de troubles mentaux, mais qui sont aussi impliqués dans le système judiciaire. Ce sont des patients qui ont été accusés ou jugés à la suite d'un délit et qui sont ensuite transférés à Pinel, soit sur ordre du tribunal, soit par la commission d'examen des troubles mentaux. Hey, je savais pas ça. Non. On se trouve alors dans un environnement fermé, hautement sécurisé, avec une surveillance constante, évidemment, puisque la priorité est à la fois le soin, mais aussi la protection du public. Donc, dans le fond, c'est un peu une prison, Ouais. entre guillemets? Oui, voyons ça comme ça, OK. effectivement. En 2010, Martin Gauthier-Bellan bénéficiait d'un suivi à l'hôpital Louis-Polyte Lafontaine. Il occupait l'une des 1400 places en hébergement, mais dans une ressource intermédiaire, c'est-à-dire dans une espèce de maison de transition ou un centre qui permet aux individus psychiatrisés d'être réintégrés en société hors de l'hôpital, mais tout en étant encadrés. L'Est de l'île de Montréal seulement compte d'ailleurs plus de 110 maisons ou centres de ce genre-là, dont 29 dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. Ah. Ouais, toi, Michel, tu habites dans l'Est de Montréal. Là, tu te promènes souvent dans ce quartier-là ou quand même quelques fois. Oui. Est-ce que tu étais au courant qu'il y avait autant de ressources intermédiaires dans ton secteur? Non, absolument pas. Est-ce que ça t'inquiète? Pas du tout. Non. Bien, tu fais bien parce que, généralement, ce ne sont pas des individus qui causent des problèmes. Pour pouvoir bénéficier d'un hébergement dans une ressource intermédiaire, bien, l'état des patients doit être stabilisé et ils doivent répondre à certains critères précis, dont faire preuve d'une certaine autonomie fonctionnelle, mais tout en ayant besoin d'encadrement, par exemple pour la prise de médicaments, pour certains soins d'hygiène ou même pour faciliter les interactions sociales. Sinon, pour suivre une routine de vie, donc des gens qui ne peuvent pas nécessairement vivre seuls sans supervision, mais qui n'ont pas besoin non plus d'un suivi médical constant. Mhm. C'est le cas de Martin Gauthier-Bellan. Il habite au centre La Relance, situé au 11 780 rue Notre-Dame-Est. Bien que son état soit relativement stable, il n'est pas à l'abri des symptômes caractéristiques de sa maladie. Il entend notamment des voix, il dort pas très bien ou pas beaucoup. Il fait une fixation sur le paradis, l'enfer, l'ombre, la lumière. Ça lui arrive même de parler du prince des ténèbres. Bref, la gestion de sa schizophrénie est un combat constant pour lui, malgré les ressources déployées et les différents traitements qu'il suit à la lettre. Ses symptômes sont contrôlés, on ne lui détecte pas de comportement violent incontrôlable et il collabore bien avec les intervenants. Il faut comprendre qu'il est passé, comme tous les autres patients qui habitent dans une ressource intermédiaire, par une évaluation de ses capacités d'adaptation pour vivre dans un milieu communautaire comme celui du Centre La Relance. Son niveau d'autonomie a aussi été pris en compte. On lui a donc accordé un hébergement en chambre semi-privée, c'est-à-dire avec un cochambreur. Il s'appelle Léo Paquette, un homme de 45 ans. Selon les intervenants, il est d'un tempérament très calme. Il est à son affaire. Passionné de musique, il collectionne les cassettes de vieux succès musicaux. On connaît peu de détails sur sa vie, sa famille, d'où il vient. Il ne crée pas de lien particulier avec Martin non plus, et ce, même si les deux hommes partagent le même espace de vie. Non seulement il ne crée pas de lien, mais Martin semble même irrité par M. Paquette. Sa vieille musique le dérange. Il n'apprécie pas sa façon d'être, son attitude, au point que ça vient carrément affecter son bien-être au centre. Malgré tous les efforts déployés, Martin semble avoir de la difficulté à s'ajuster à la vie en communauté, au point où, un soir, tout va basculer. Dans la nuit du 8 septembre 2010, un appel est fait au 911 à partir d'une cabine téléphonique tout près du centre d'hébergement La Relance. Oh non. Au bout du fil, Martin Gauthier-Bellan. Sans hésitation, froidement, il informe la répartitrice qu'il vient de tuer son cochambreur, Léo Paquette, qui était endormi. Il l'a poignardé, une fois, dans le cou, avant de quitter les lieux directement vers la cabine téléphonique pour avouer son crime. Ben voyons donc.
Une fois sur place, les autorités embarquent Martin, qui, lui, ne démontre aucune résistance face à son arrestation. M. Paquette, quant à lui, est transporté à l'hôpital où son décès sera malheureusement constaté. Qu'est-ce qui s'est passé? Au sein de l'équipe soignante de Martin, c'est la consternation. Est-ce que Martin était dans un état psychotique? Est-ce que des signes précurseurs ont été observés et qui auraient peut-être pu empêcher le drame? Ça soulève des questionnements, évidemment. S'il représentait un danger, pourquoi on lui a donné une place en centre d'hébergement et même dans une chambre semi-privée? Est-ce qu'il était un bon candidat pour pouvoir bénéficier de ce type de prise en charge-là, moins soutenu qu'à l'Institut directement, par exemple? Difficile de répondre. Mais c'est sans équivoque, crise psychotique ou non, ces troubles de maladie mentale ont certainement joué un rôle prédominant dans le geste qu'il a posé. Est-ce qu'il était en mesure de comprendre la gravité, de faire la différence entre le bien et le mal au moment de poignarder M. Paquette? Ses avocats, M. Martin Latour et Maître David Petranik, vont tenter de prouver que non. Apte à subir un procès, il est officiellement accusé de meurtre au premier degré. Ses avocats vont toutefois tenter d'obtenir un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Le procès, qui débute le 13 novembre 2012 à Montréal, sera notamment fondé sur les détails de sa condition mentale au moment de commettre le meurtre, sur l'enregistrement de l'appel au 911, sur son interrogatoire auprès des policiers au moment de son arrestation, sur son témoignage devant le jury, mais aussi sur ceux des experts en psychiatrie qui ont émis leur constat à la suite de l'évaluation de Martin après son arrestation. Au début, je te disais que j'avais eu une hésitation à raconter le récit parce que j'appréhendais la réaction des auditeurs, pas seulement face à la nature du crime, mais surtout par rapport à Martin. Parce que ce qu'on apprend au fil du procès, c'est que les éléments présentés en preuve par la couronne viennent pas nécessairement appuyer la thèse de non-responsabilité criminelle dans ce cas-ci. Donc, malgré le lourd parcours psychiatrique et la maladie mentale grave de Martin, certains éléments nous indiquent malheureusement qu'il a eu conscience de son geste envers Léo Paquette. Pour vrai? Et c'est là que ça se complique pour moi. Tu sais, Michel, j'essaie toujours de faire preuve de la plus grande empathie possible pour parler d'un individu malade qui commet un acte criminel, comme l'histoire bouleversante du meurtre de Violaine Gagnon, par exemple. Qu'une responsabilité criminelle soit prouvée ou non dans le cas de Martin Gauthier-Belland, mais il faut considérer quand même qu'il est un être souffrant, malade et qu'il a besoin de soins constants. Certains experts précisent même qu'il se trouve à la frontière de la déficience intellectuelle. Lorsqu'il est hébergé au Centre La Relance, il est pris en charge par les intervenants, oui, mais n'en demeure pas moins que sa réinsertion en société est très difficile à vivre pour lui. Il a peur de la pollution, du bruit, du téléphone. Est-ce qu'il était sur le point de retourner en institution? Je ne sais pas, mais c'était vraisemblablement son désir, Michel, puisqu'il a décidé d'opter pour une solution abominable pour en venir à ses fins. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'au moment où la répartitrice du 911 lui a demandé pourquoi il avait commis son geste, il a répondu « moi, je voulais plus rester là. » Voyons. Martin souhaitait quitter la relance pour retourner en institut. Il a même précisé, d'un ton satisfait, qu'il serait bon pour 20 ans à l'Institut Philippe Pinel avec ce qu'il venait de faire. Tabarnouche. Ce sont vraiment des propos choquants qui viennent en quelque sorte à l'encontre de la stratégie de la défense de vouloir prouver la non-responsabilité criminelle. Plus le procès avance et plus on en apprend sur le déroulement du drame. Dans les jours avant le meurtre, Martin se rend au Dollarama pour acheter un masque à l'effigie d'une tête de mort. Il est fasciné par les personnages comme Michael Myers, le célèbre tueur masqué de la série de films Halloween. Il est d'ailleurs un fervent amateur de films d'horreur. Martin explique que ça lui procure une forme d'excitation avec une bonne dose d'adrénaline. Le soir du 8 septembre, Martin regarde un film de super-héros. Est-ce qu'il a ressenti une pulsion ou est-ce que c'était planifié depuis longtemps? On ne le sait pas trop, mais une fois le film terminé, il enfile son masque de tête de mort, il prend des gants de vaisselle en caoutchouc rouge, il empoigne un couteau et se rend dans sa chambre où Léo Paquette dort. Mais c'est déstabilisant à quel point c'est facile. Oui, je le sais. Martin le poignarde au cou, puis il quitte pour appeler le 911. Au moment de son appel, il dit « Je voulais le tuer parce que je l'aimais pas ». Pendant le procès, il précise même avoir été déçu du meurtre. Il explique qu'il n'a pas vécu le sentiment de puissance qu'il s'attendait à avoir, un peu comme Michael Myers aurait sûrement ressenti en tuant une de ses victimes, par exemple.
Ensuite, la préposée du 911 lui demande si la victime respirait encore quand il l'a quitté, puis il répond simplement « ça saignait en tabarnak ». Oh, yeah. À travers l'analyse de l'appel au 911, on constate facilement que ses propos sont plutôt logiques et conscients. Il ne s'exprime pas comme un individu en plein délire ou désorienté. Puis ça, c'est le point de vue d'une des experts de la Couronne, Dr. Kim Bédard-Charette. D'après un article de la presse du 27 novembre 2012, elle dit que le cas de Martin Gauthier-Belland est l'un des plus complexes de sa carrière. Selon elle, il n'a pas commis son geste en raison de voix qu'il entendait cette nuit-là ou en raison d'une pression du mal, comme c'est des fois le cas quand les personnes malades parlent de devoir éliminer un démon, par exemple. Elle n'a détecté aucun élément du genre qui pourrait confirmer une non-responsabilité criminelle. Toutefois, je vais vous lire ce qu'elle précise lors de son témoignage. C'est tiré du jugement de la Cour. Il ne fait aucun doute que M. Gauthier-Belland souffre et souffrait au moment où les gestes présumés se seraient produits d'une psychopathologie majeure de l'ordre de la psychose évoluant depuis de nombreuses années. Toutefois, lors de la perpétration des gestes présumés, monsieur ne semble pas avoir agi sous l'emprise d'une quelconque symptomatologie psychotique, que ce soit des idées délirantes ou hallucinations mandatoires. Ce qu'elle constate, Dr. Bédard-Charette, c'est que Martin a plutôt pesé le pour et le contre avant de commettre le meurtre parce qu'il comprenait que tuer était un acte punissable, donc qu'il risquait la prison ou l'internement à Pinel, par exemple. Annie, est-ce que tu sais si Martin a essayé d'être transféré? Je ne sais pas quelle démarche il a entrepris pour vouloir quitter le centre. C'est ça. Est-ce qu'il a été capable de le nommer? Je ne le sais pas. Ouais, c'est une bonne question quand même. Oui, c'est à se questionner. Est-ce qu'il a été capable d'en parler ou non? Ouais. C'est difficile et c'est complexe aussi, ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Absolument. Bon, cela dit, il en est venu à la conclusion que de commettre le meurtre allait être plus profitable pour lui que de devoir rester en hébergement en dehors de l'Institut. Je cite à nouveau la docteure Bédard-Charette qui fait un lien avec les limitations intellectuelles de Martin. Le geste en question a été motivé par des intérêts analysés par un sujet aux capacités cognitives plutôt limitées. Donc, même si tous les témoins ont été entendus au procès, autant ceux de la Couronne que ceux de la Défense, et que les experts psychiatres se sont prononcés sur la question de la responsabilité criminelle de Martin, un gros revirement survient. Le 5 décembre 2012, on apprend dans les médias qu'une entente a finalement été conclue entre les deux parties et que Martin Gauthier-Belland change son plaidoyer. Il plaide maintenant coupable à une accusation d'homicide involontaire. Ça peut surprendre, mais dans le fond, ce changement-là reflète assez bien la preuve qui a été présentée pendant le procès. En gros, l'état mental de Martin, au moment des faits, soulevait un doute raisonnable sur son intention claire de tuer. C'est ce qui est pourtant essentiel pour qu'il soit reconnu coupable d'un meurtre premier ou deuxième degré. Et la défense, de son côté, n'avait probablement pas assez d'éléments pour faire accepter une non-responsabilité criminelle. Bref, ni l'un ni l'autre n'avait une preuve béton, finalement. Dans les circonstances, cette entente-là apparaît donc comme la décision la plus raisonnable pour tout le monde. Ça illustre quand même la gravité de ce qui s'est passé, mais ça tient aussi compte de l'état mental de l'accusé. Le juge Guy Cournoyer condamne évidemment le geste commis par Martin en ajoutant « L'accusé a violé le droit fondamental à la vie ». Un verdict d'homicide involontaire coupable amène directement une peine de 10 ans de pénitencier. Dans le cas de Martin, avec sa détention préventive, il devra alors purger 7 ans et demi. Toutefois, en considérant ses troubles mentaux, le juge recommande fortement qu'il soit détenu à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel et non en pénitencier en raison de la gravité de sa maladie. Ben oui, il me semble que c'est logique. Ben oui. Peux-tu nous lire un extrait du Journal de Montréal du 25 mars 2013 qui dicte les paroles du juge Cournoyer? Il est très difficile d'imaginer qu'il puisse être détenu dans un pénitencier. Une incarcération dans une prison serait coûteuse et inutile pour la société. Compte tenu de la sévérité du diagnostic, il n'y a pas de doute qu'il nécessite une prise en charge psychiatrique. Cela dit, il a aussi ajouté « On n'oublie pas qu'il a causé une mort inutile et qu'aucune décision ne peut combler la perte d'une vie. C'est déchirant. Pour Martin et sa famille, oui, mais avant tout pour Léo Paquette qui, la nuit de sa mort, était loin de se douter qu'il allait jamais se réveiller. Ça a été une fin subite pour l'homme. Il n'a pas eu le temps de bouger d'1 centimètre. Aucune plaie de défense n'a d'ailleurs été détectée sur son corps.
pour la famille de Martin, les prochains mois seront un combat, puisque malgré la recommandation du juge Cournoyer, la décision de l'endroit de détention pour Martin revient au Service correctionnel du Canada. Ah! Oui. Pour les aider dans leur réflexion, le tribunal a ordonné à ce que plusieurs documents soient transférés afin de mieux les guider. Par exemple, la transcription de l'appel au 911, celle de l'interrogatoire de Martin, évidemment les rapports des experts psychiatres, puis une copie des extraits des dossiers médicaux de Martin qui ont été utilisés lors du procès. Ah, fait que c'est eux qui vont décider C'est eux! s'ils l'acceptent, entre guillemets, en prison ou non. En fait, Exact, c'est ça? c'est vraiment le Service correctionnel du Canada qui prend la décision où le détenu sera détenu, en fait. C'est pour ça que le juge doit y aller avec des recommandations très précises et fournir la documentation pour qu'il puisse prendre la décision. Mais ce sont eux qui ont le dernier droit de regard. Absolument. Ah, quand même. Pourtant, en août 2013, 5 mois après l'annonce de sa sentence, on peut lire dans un article de Radio-Canada que Martin purge toujours sa peine au sein d'un pénitencier fédéral. Ses proches lancent un cri du cœur. Un ami de la famille déclare « Il reste 7 ans et quelques mois de soins à ce monsieur-là et il a besoin de ces 7 ans pour être soigné, pour redevenir quelqu'un qui va être bien physiquement et mentalement. » Comme de fait, j'ai pu lire dans le jugement de la Cour que l'accès à des soins appropriés dans un lieu de garde comporte une dimension constitutionnelle liée à la sécurité de la personne qui est protégée par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce que ça veut dire, c'est qu'un détenu qui souffre de troubles mentaux graves, comme Martin, et qu'on prive de soins médicaux adaptés ou qu'on prive d'un traitement psychiatrique, ça peut constituer une atteinte à sa sécurité. Les pénitenciers, là, ne sont malheureusement pas adaptés à ce type de clientèle-là. On y offre des soins psychiatriques de base, mais ça comble pas le besoin pour un individu comme Martin. Il est donc essentiel que le Service correctionnel du Canada considère les recommandations des tribunaux. Bon, est-ce qu'il a finalement été transféré à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel comme lui-même l'aurait souhaité? Michel? Impossible de le savoir. C'est de nature confidentielle. Les dossiers à Pinel là, sont sans surprise hermétiques. Cela dit, j'ai espoir que oui. Je me dis que si ses proches ont su se faire entendre dans les médias en août 2013, on aurait certainement eu vent de leur désespoir dans les mois suivants si Martin n'avait toujours pas été transféré en institut. Ouais, je l'espère aussi. Techniquement, sa peine prenait fin en 2020. S'il est en liberté aujourd'hui, il l'est probablement qu'à moitié. Son corps est libre, oui, mais son esprit, sa tête demeureront toujours prisonnières de sa schizophrénie. Parce que comme une prison, sa maladie l'isole, l'enferme dans une réalité que lui seul peut percevoir. Puis cette peine-là, n'a malheureusement pas de date de fin. Annie, aujourd'hui, je t'amène au cœur d'une histoire qui est aussi triste que mystérieuse. Un drame terrible dont, encore une fois, j'avais jamais entendu parler jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, alors que pourtant, je me suis rendu compte qu'à l'époque, ça avait quand même fait grand bruit. Je suis tombée sur cette histoire en me mettant à jour sur les cas portés par Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Tu sais, l'affaire Annie, c'est que l'organisme devient de plus en plus connu avec les années et logiquement, les nombreuses familles dont un proche est disparu sans laisser de traces ou encore est mort tragiquement aux mains de tueurs qu'on cherche toujours, elle se tourne vers Stéphane Luce et son incroyable équipe de bénévoles pour les aider. Ce qui fait que, malheureusement, la liste des victimes ne fait que s'allonger sur le site web de l'organisme, encore et encore. C'est en me mettant à jour sur ces nouveaux visages, donc, que je suis tombée sur l'histoire terrible que je vais te raconter aujourd'hui. L'histoire d'une femme, d'une maman, qui a été brutalement assassinée en pleine rue, devant quelques témoins, alors qu'elle rentrait simplement chez elle après une journée de travail. Un meurtre lâche et étrange qui demeure irrésolu encore aujourd'hui, 30 ans après qu'il eût été commis. Aujourd'hui, Annie, je te raconte l'histoire de Sylvie Sanson. En novembre 1995, Sylvie Sanson est une femme de 37 ans qui mène vraisemblablement une vie des plus rangées.
Fille de Marie-Paul Turcotte et de Clément Sanson, Sylvie a 4 frères, mais difficile de dire si elle entretient des relations avec eux ou même avec sa famille. Pour te dire la vérité, Annie, là, ça a été extrêmement difficile d'avoir de l'information au sujet de Sylvie Sanson. Tu vas te rendre compte au fil de l'histoire que tout ce qui entoure cette tragédie est passablement hermétique et assez opaque. La revue de presse de l'événement dont je te parlais en intro là, a beau être quand même assez importante, le constat, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose sur Sylvie elle-même. J'ai dû parler avec la détective privée Maryse Saint-Germain de chez Meurtres et Disparitions Irrésolues du Québec, justement, pour comprendre jusqu'à quel point d'ailleurs. Elle non plus, elle n'en avait pas tant des réponses. Bref, Sylvie, en 1995, elle habite dans l'arrondissement Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal, avec sa fille de 9 ans. Plus précisément, elle habite au 540 3e Avenue. Puis, petite particularité ici, Annie, on en a parlé dans ton segment, c'est vraiment pas si loin de chez moi, ça. Alors, je me suis permis d'aller m'imprégner de l'endroit quelques minutes avant de commencer ma rédaction. Je me suis rendue en face du 540 3e Avenue, puis du 508 aussi. Tu comprendras pourquoi plus tard. En fait, il s'agit d'une belle petite rue tranquille, typique de ce quartier très familial. Absolument rien à signaler de ce côté qui puisse laisser rôder une impression de dangerosité, disons-le. C'est ça que je voulais aller voir. Sylvie est séparée de son mari depuis plus de 5 ans. Le couple garde tout de même une relation cordiale, à ce que j'ai pu comprendre, unis par leur fille unique qui habite néanmoins avec sa mère à temps plein. Sylvie occupe depuis 20 ans, Annie, le poste de secrétaire au département des sciences religieuses de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Donc, on comprend qu'elle a dû commencer à travailler à ce département-là autour de 17 ans, comme elle en a 37 en 1995. Wow. C'est quand même franchement impressionnant de mon point de vue, puis ça démontre aussi un certain trait de caractère de Sylvie. Tu sais, on devine une stabilité, une aisance dans la routine, la constance, là, peut-être. Ouais. Parce que oui, c'est comme ça qu'il faut essayer d'apprendre à connaître cette femme-là, Annie, en devinant, en analysant les contours de son histoire. Sinon, on ne saurait rien d'elle. Rien sauf ce qu'on en dit dans les médias, relayant exclusivement des mots de collègues qui l'ont unanimement décrite comme une femme extrêmement compétente dans ses tâches, ayant toujours un mot gentil pour les autres. Quand j'ai parlé avec Maryse, la détective privée, elle a pu m'en dire un tout petit peu plus sur la femme qu'elle était en la décrivant comme une très belle femme, une grande femme qui faisait tourner les têtes. Sylvie aimait plaire, elle aimait dégager la féminité et l'élégance, toujours bien mise avec de beaux bijoux, un manteau de fourrure et des tenues toujours soignées et avantageuses. Une femme de carrière qui adorait son travail. Bon, enfin ça, on y reviendra. Mais à part ces minces informations, Sylvie Sanson demeure une énigme. Même son conjoint de l'époque, un enseignant du département des sciences religieuses de l'UQAM, donc aussi un collègue, l'a décrite en des termes assez génériques, expliquant par exemple qu'elle était une bonne personne. C'est assez troublant, même triste de constater, Annie, que Sylvie est maintenant presque exclusivement reconnue pour le drame qu'elle a vécu et non pour qui elle était. C'est souvent ça, malheureusement. Ouais. Mardi le 28 novembre 1995, Sylvie termine sa journée de travail comme d'habitude au pavillon Thérèse Casgrain de l'UQAM, situé sur la rue René-Lévesque au centre-ville de Montréal. Comme à tous les jours, elle sort de la bâtisse de quelques étages autour de 17 heures et se dirige sur la rue Notre-Dame pour attendre son autobus. Autobus qui l'amène plus de 15 km plus loin dans un autre arrondissement complètement, soit directement au coin de sa rue, la 3e Avenue, à Pointe-aux-Trembles, dans l'Est. Vers 18 heures, Sylvie descend de l'autobus et traverse la rue Notre-Dame pour rejoindre la 3e Avenue qu'elle doit parcourir de quelques mètres vers le nord pour atteindre son appartement au numéro civique 540. Le soleil est déjà couché depuis un moment, il fait noir, l'air est frais. Sylvie avance dans la couche de neige fraîchement tombée sur le sol. À quelques mètres d'elle, un peu plus loin sur la rue, un homme s'affaire à déneiger sa voiture, une néon blanche. Probablement que Sylvie le remarque même pas, assurément occupée comme toutes les mamans en fin de journée, à penser au souper puis aux devoirs de sa fille. Puis, alors qu'elle s'avance à la hauteur de l'homme et de la néon blanche qui est stationnée devant le 508 3e Avenue, à quelques mètres d'arriver chez elle à peine, celui-ci l'attaque brutalement sous les yeux ahuris de quelques rares témoins.
Dans certaines parutions, on avance que l'homme a rapidement échangé son balai à neige contre une barre de fer quand Sylvie est passée à sa hauteur. Dans d'autres, on affirme que c'est à coup de balai à neige que Sylvie a été assaillie. La vérité, c'est que le tout se déroule à la vitesse de l'éclair. L'homme lui assène à la tête plusieurs coups de cet objet contondant, assez pour que Sylvie s'effondre sur le trottoir. L'homme saute alors dans sa voiture avant de se sauver à toute vitesse. Personne n'a le réflexe de prendre sa plaque d'immatriculation en note, ni même le temps de remarquer les chiffres et les lettres qui y figurent. La vérité, là, c'est qu'ils n'ont même pas le temps de réaliser ce à quoi ils viennent d'assister. C'est une voisine de Sylvie qui se précipite dehors pour lui porter secours. Elle est accompagnée par son père, selon les dires de Maryse. Pendant que les deux secouristes de fortune tentent de réanimer la mère de famille, les ambulanciers sont appelés par d'autres voisins. Les secours repartent avec une Sylvie inconsciente, dans un état critique, vers l'hôpital général de Montréal. Sylvie Sanson succombe à ses blessures quelques heures plus tard, vers 22h30. Voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer là? Pendant tout ce temps-là, Annie, sa fille, inquiète, attend à la maison, dans l'ignorance totale de tout le branle-bas de combat qui vient de se jouer à peine quelques mètres de là, sur le trottoir. Toute la soirée, elle a attendu sa maman qui n'allait finalement jamais rentrer du travail. Les premières traces de ce meurtre gratuit et ignoble dans les médias, je les retrouve dans la presse du 30 novembre 1995, donc 48 heures à peine après le drame. On y apprend que c'est la section des homicides du CUM, l'ancêtre du service de police de la Ville de Montréal, qui prend les rênes de l'enquête et d'emblée, les policiers font savoir au public que le meurtre semble être ciblé. On rapporte dans le papier de la presse que le meurtrier semble avoir attendu Sylvie un bon moment au coin de sa rue et qu'il était bien au courant de ses allées et venues. Comme je te l'expliquais, Annie, l'homme déneigeait sa voiture à la hauteur du 508 3e Avenue, à quelques portes du 540 où habitait Sylvie. Il savait qu'elle allait arriver en autobus et de quel côté de la rue elle allait marcher pour se rendre chez elle. Il lui a sauté dessus, littéralement, quand elle est arrivée à sa hauteur. Il était préparé, il l'attendait. C'est du moins le premier constat des policiers. Ils constatent aussi que le vol ne semble pas être le mobile du tueur puisqu'absolument rien n'a été dérobé sur Sylvie. Ni ses bijoux dispendieux, ni son manteau de fourrure, ni son sac à main. Étrangement, l'homme ne semblait qu'en vouloir à la vie de Sylvie. C'est terrible, on dirait un contrat, Michel. Ah, ouais. Voici comment Claude Lachapelle, le lieutenant détective du CUM, explique ce que sera la suite des choses. Il faudra probablement fouiller dans sa vie privée pour trouver une explication. Jusque-là, Annie, c'est le mystère total. Personne ne comprend pourquoi cette femme rangée et sans histoire a été la cible d'un tel acharnement en pleine rue, en plein sur l'heure de pointe, à la sortie d'un autobus qui aurait pu être bondé, rempli de témoins. Un coup qui semblait soigneusement préparé, un tueur qui attend patiemment sa victime. Mais pourquoi? Pour quelle raison? L'histoire n'avait aucun sens. Il faut attendre encore quelques jours pour commencer à peut-être trouver un semblant de piste à toute cette histoire, alors que la presse du 2 décembre 1995 couvre une nouvelle fois l'affaire. Plus précisément, la presse couvre les funérailles et l'enterrement de Sylvie Annie. Parce que oui, à peine 4 jours plus tard, à peine 4 petits jours plus tard, c'est déjà l'heure de célébrer la vie de Sylvie qui est exposée, cercueil ouvert, au salon funéraire du 7388 rue Viau à Montréal et où vraisemblablement se côtoient famille, connaissances, collègues, journalistes et enquêteurs. Mon Dieu! Je sais pas pourquoi je suis à ce point troublée par ce détail-là, Annie, mais pour vrai, j'en suis pas revenue. En fait, probablement parce que je suis passée au travers un processus de décès il y a pas longtemps, quand quelqu'un de très proche de nous, qu'on adorait, est mort subitement et qu'on a dû s'occuper de tout. Tu le sais, Annie, tu étais avec moi durant toute cette épreuve. Tu le sais dans quel état de choc on est et combien c'est lourd et difficile de faire les démarches auprès du salon funéraire et tout. Bref, c'est pas une affaire de 3-4 jours. C'est bizarre. Loin de là. Puis là, imagine, il s'agit d'un meurtre ici, en là, plus, irrésolu, d'une enquête policière. Comment c'est possible que tout ça ait été si vite? Je suis dépassée, là. Tu sais, Sylvie a été assassinée le 28 novembre en soirée et le 2 décembre, elle était exposée au salon funéraire et mise en terre au cimetière Saint-François d'Assise. En moins d'une semaine, assassinée le mardi, enterrée le samedi. Bref,
Celle-là, je la comprends pas. Mais pour des raisons, je sais pas, moi, l'autopsie, l'enquête, le coroner, habituellement, c'est quoi la norme habituellement? Il y a un délai, j'imagine, à respecter pour ça, pour les enquêteurs? Ben, je ne sais pas d'emblée, mais il me semble que ça fait aucun sens, même quand c'est une mort naturelle. Il me semble. 4 jours, là, c'est très expéditif. Là, dans le cadre d'une enquête, d'un meurtre irrésolu, je trouve ça bizarre. Tellement étrange. D'autant plus que, bon, de ton côté, exemple, le salon funéraire était déjà préétabli. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, elle, de son côté, une jeune maman de 37 ans, planifie aussi bien aucune idée. Ces arrangements funéraires? Mais bref, non, c'est effectivement un bon questionnement à avoir. Là. Très, très, très bizarre. Ouais. Mais toujours est-il que dans cet article qui couvre ni plus ni moins les funérailles de Sylvie, c'est là qu'un semblant de première piste se ferait un chemin jusqu'au public. Je te laisse nous lire un des paragraphes de ce long papier consacré à Sylvie. Certains ont pleuré à chaudes larmes devant son cercueil. Tous avaient des réticences à parler et personne n'a accepté de donner son nom car on craint que le meurtre de Madame Sanson ne soit relié au conflit de travail qui a affecté ces dernières années le département de sciences religieuses de l'UQAM. Ben voyons donc. Ben c'est ça. C'est ça que le long papier de la presse raconte. En plus de revenir sur les fortes émotions du salon funéraire, ben, il s'attarde un long moment sur ce qui semblait être tout un conflit de travail au département des sciences religieuses de l'UQAM où, je le répète, Sylvie travaillait depuis 20 ans. Un témoin qui désire garder l'anonymat aurait même dit aux journalistes que certaines personnes en voulaient à Sylvie et que Sylvie aurait affirmé avoir peur d'aller travailler et même avoir reçu des menaces. Ben voyons. Ben, c'est ça, là. On parle pas d'un caïd dans la mafia, là, ou d'une tenancière de taverne qui aurait du trouble avec le crime organisé, là. On parle toujours bien d'une secrétaire dans une université, dans le département des sciences religieuses. J'allais le dire. Ben oui, d'emblée, c'est pas un poste qui crie au danger, là, me semble. Non. En creusant un peu l'article, toujours dans la presse du 2 décembre 1995, on apprend que le département des sciences religieuses de l'UQAM allait à ce point mal qu'il avait été mis sous tutelle depuis quelques mois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, tout simplement que ça allait tellement mal dans ce département-là à cause de poutine interne puis de chicanes ou de mauvaise gestion que la direction centrale de l'université a décidé d'intervenir et de nommer un tuteur, donc un intervenant externe, pour venir reprendre le volant du département. Selon un papier de Nathalie Petrovski qui s'est attardée à cette histoire, la tutelle aurait été déclarée après qu'un directeur se soit opposé à la tenue d'une caisse secrète, donc une caisse noire, que les dirigeants du département s'étaient montés à même les frais de photocopie des étudiants. Un montant de 5 000 $ avait été amassé et les dirigeants y pigeaient allègrement. Je cite la colorie chroniqueuse. Que l'argent de poche d'étudiants fauchés soit déposé dans un compte secret n'est pas très glorieux. Que cet argent serve à payer le café et les notes de resto à des profs qui gagnent 80 000 par année, c'est carrément gênant. Je t'avoue, Annie, que j'ai été surprise, mais ravie de trouver ce billet d'humeur de Nathalie Petrovski sur l'affaire dans la presse du 10 décembre. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard. La presse du 2 décembre, donc, parle aussi de la mise en tutelle du département, décrivant une ambiance de vendetta et de règlement de compte au sein de l'équipe, en plus de conflits entre le syndicat des employés de l'UQAM, les profs, les dirigeants. Bref, un professeur de sciences juridiques, Pierre Maquet, a d'ailleurs été mandaté pour étudier les problèmes de fonctionnement et a constaté de grosses lacunes dans la communication de base et, je cite l'article, « la rupture du lien de confiance entre une majorité de profs du département et la direction ». Même si la tutelle était somme toute récente, les problèmes, eux, duraient depuis des années. On souligne d'ailleurs que le tuteur était présent aux funérailles de Sylvie, tout comme le recteur de l'UQAM et plusieurs hauts cadres. Toujours dans l'article de la presse, impossible de trouver un quelconque lien entre Sylvie et les conflits au sein de son département de travail, mais on souligne que, vu son ancienneté, Sylvie assumait beaucoup plus de tâches que sa simple fonction de secrétaire là, et qu'elle s'était souvent trouvée au centre de certaines négociations. Mais là, Annie, t'as beau travailler dans un milieu toxique, là. Est-ce que c'est vraiment assez pour te faire tuer en pleine rue? Puis si vraiment c'est le conflit de travail qui a généré tant de haine, pourquoi c'est pas un directeur qui est ciblé? Pourquoi vouloir tuer la secrétaire?
On trouve d'autres débuts d'indices dans ce passionnant papier de la presse. Entre autres, toujours sous le couvert de l'anonymat, on sous-entend que Sylvie avait des problèmes plus sérieux avec au moins une personne et qu'elle avait reçu des menaces, comme je te disais plus tôt. Hey. Je cite le lieutenant Lachapelle. « Il y a une personne qui semblait lui en vouloir. Est-ce dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle? On cherche. » Quand j'ai parlé de ça avec Maryse, elle m'a parlé d'une rumeur qu'elle a entendue au fil de son enquête. Une rumeur voulant que Sylvie vivait au travail une situation difficile de jalousie, d'envie. Apparemment que c'est cette relation tendue qui lui rendait la vie difficile au travail et qui causait du souci à Sylvie. Est-ce que c'était là un début de piste sérieuse? Je sais pas, bien honnêtement, mais on pourra en reparler plus tard. La police confirme évidemment que tous les collègues de Sylvie seront rencontrés pour faire la lumière sur ces conflits, pour essayer de voir s'il y a un lien qui peut subsister entre le climat de travail toxique du département des sciences religieuses et le meurtre de sa secrétaire. Pour vrai, ni juste de le dire fort, ça semble absurde. Et pourtant, c'est à ce jour une des pistes les plus étudiées. Il faut dire que la couverture médiatique y est pour beaucoup, par exemple. Disons qu'on insiste fort sur le rôle de l'UQAM dans la vie de Sylvie, laissant planer un fort sous-entendu que l'université a aussi eu un rôle à jouer dans sa mort. On en remet une couche. Le 8 décembre 1995, alors que se tient au pavillon Judith Jasmin de l'UQAM, justement, une cérémonie en l'honneur de la visiblement très appréciée Sylvie, collègue adorée. Plus de 150 personnes sont réunies dans le pavillon et plusieurs amis, compères de travail, même des étudiants, défilent au lutrin pour dire un mot sur Sylvie qu'on qualifie de femme douce, efficace, gentille et serviable, passionnée et dévouée. Son conjoint de l'époque, qui, comme je te disais, est aussi un prof dans le département, semble atterré. Je le cite. « Il est indécent que la vie ne s'arrête pas face à cette injustice. » Il ajoute qu'il est difficile pour lui de supporter l'idée de savoir que Sylvie est décédée d'une mort aussi violente. La cérémonie se termine avec le dévoilement d'un portrait de leur collègue décédé et l'envoi dans le ciel du centre-ville d'une 50aine de ballons blancs auxquels on a attaché des mots gentils pour Sylvie. J'imagine que ça devait être très beau, très salvateur de vivre ça entre collègues, entre les murs de l'université. Mais j'ai compris bien assez vite que, clairement, dans les coins se tenaient aussi des policiers qui étudiaient de près les endeuillés et certains journalistes ou chroniqueurs. Parmi eux, la populaire columniste Nathalie Petrovski, comme je te disais plus tôt, Annie, qui pond quelques jours plus tard une chronique qui ne laisse pas indifférent sur l'histoire dans les pages de la presse. Je t'en fais la revue. Premièrement, elle justifie son intérêt pour l'histoire à cause du possible lien entre le meurtre de cette femme sans histoire et le conflit de travail persistant qui existe au sein du département de religiologie de l'UQAM. Faut dire qu'elle n'est vraiment pas tendre envers le département, là, fidèle à ses habitudes, tu me diras. Je te laisse nous lire sa perception de l'affaire. Avec sa douzaine de profs pour une trentaine d'étudiants, soit 2 étudiants et demi pour chaque prof, en temps de compression, il faut le faire, le département dit de religiologie, un terme tout droit sorti des messes à gogo, est un monde en miniature, un monde où une secte, disent certains, maintenue en vie par une haute direction universitaire peuplée de curés défroqués qui ne veulent pas abandonner leur dernier presbytère. Elle enchaîne en affirmant que le département de l'UQAM est en grande rivalité avec le département de théologie de l'Université de Montréal, qui lui compte 800 élèves. Elle sous-entend que pour pallier au manque d'attraction du programme de l'UQAM, les hautes instances acceptent n'importe qui en son sein, autant d'ex-raéliens que de présumés sauveurs, et raconte même que le meurtre pourrait être lié à un étudiant fou, selon la dernière rumeur. Je la cite à nouveau. La mort de Sylvie Sanson n'est qu'une manifestation de plus du mauvais karma qui plane sur le minuscule département depuis trop longtemps. Bref, on reconnaît bien là le ton de Nathalie Petrovski, que personnellement j'adore. Et évidemment, une dizaine de jours plus tard, la presse publie la réplique de Céline Saint-Pierre, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche de l'UQAM, qui insiste pour ramener dans l'espace public les informations réelles quant, entre autres, au ratio de profs du département qui serait de 231,5 élèves par prof et non 2,5, tel que mentionné par Petrovski. Elle insiste aussi pour rappeler que les chicanes internes du département sont réglées depuis la tutelle. Bref, comme tu peux le voir, Annie, l'UQAM et les enfantillages de ses dirigeants est venu prendre
beaucoup de place dans le narratif de la mort de Sylvie Sanson. Chaque fois que son meurtre est abordé, on rappelle du même coup la possibilité que le conflit de travail au sein de son emploi ait joué un rôle quelconque dans ce guet-apens. Mais maintenant qu'on prend 2 minutes pour en discuter, là, je ne sais pas à quel point c'est viable, cette théorie-là. D'ailleurs, elle ne semble jamais avoir été réellement soutenue par les policiers. J'en discutais avec Maryse Saint-Germain et j'ai beaucoup aimé sa réflexion. Selon elle, 2 hypothèses s'ajoutent à l'hypothèse du conflit de travail. 1. Sylvie Sanson était une très belle femme. Une femme charmante, élégante et très désirée. Est-ce possible, bien qu'elle ait été en couple avec son conjoint depuis un moment, qu'un autre homme était impliqué dans sa vie secrètement? Une histoire de triangle amoureux peut-être, ou simplement de jalousie extrême? Maryse le remarque, moi aussi, toi aussi probablement, Annie, ce meurtre semble très personnel, presque intime. En opposition, disons, avec un meurtre commandé. Écoute, tu me feras pas croire qu'un tueur à gages aurait choisi cette méthode hasardeuse pour s'en prendre à Sylvie. Ça n'a aucun sens. Deuxième hypothèse soulevée par Maryse, est-ce qu'il pouvait s'agir d'une erreur sur la personne? Est-ce qu'un homme attendait bien une victime, mais se serait trompé de cible? Ce serait envisageable compte tenu de l'impossibilité de faire le moindre lien nulle part avec un semblant de début de mobile pour mettre fin au jour de Sylvie. Moi, j'en ajouterais une troisième. Est-ce que c'est l'œuvre d'un homme malade, tout simplement? Est-ce que c'est possible de penser que cet individu a tout simplement déversé sa rage sur une pure inconnue qui passait devant lui à ce moment précis, sans lien avec lui, sans mobile précis, sauf celui d'une colère meurtrière? Des fois, j'ai l'impression que la réponse se trouve plutôt là, Annie. Ah oui? Tu sais pourquoi? Parce que si l'homme connaissait effectivement toutes les allées et venues de Sylvie, qui connaissait sa routine au point de savoir à quelle heure elle descend de l'autobus, connaissait sa rue, son adresse, pourquoi avoir pris la chance de la tuer de cette façon, en pleine rue, à coups de barre de fer, sur l'heure du souper, en plein sous les yeux de dizaines de témoins potentiels? C'est tellement étrange de penser que c'était ça son plan, alors qu'en théorie, cette personne sait où Sylvie habite. Elle sait qu'elle habite seule avec une enfant de 9 ans. C'est pas plus plausible de penser que le tueur aurait plutôt opté pour la surprendre chez elle ou dans un moment moins compromettant pour lui? Bon, évidemment, je ne sais pas comment on pense quand on est un tueur. Là. Je parle sous toute réserve. Je réfléchis tout, en fait, là. Mais je me dis, est-ce que ça a vraiment du sens de penser que c'était à ce point prémédité? Je sais pas. Juste une explosion de colère. Ouais. Ah oui. Pas plus que je sais si réellement son milieu de travail a eu un rôle à jouer là-dedans, finalement. Le meurtre de Sylvie Sanson est arrivé en plein dans une semaine sanglante pour les femmes à Montréal. Je pense que ça a aussi joué beaucoup sur la couverture médiatique qu'on en a fait. Annie, dans la même semaine, en fait, en 6 jours, 4 meurtres de femmes ont eu lieu à Montréal. Évidemment que ça a fait couler beaucoup d'encre. Hein? Je pense qu'on a beaucoup essayé de les contextualiser, de les compartimenter pour éviter que la population panique et les relie entre eux. En premier, le meurtre de la policière Odette Pinard, qui a été brutalement assassinée à l'intérieur même du petit poste de police dans lequel elle travaillait. C'était le 27 novembre 1995, la veille du meurtre de Sylvie. Le 28 novembre, le lendemain, Sylvie est attaquée en pleine rue. Quelques jours plus tard, ce sont des enfants qui retrouvent le corps gelé et nu de Ginette Boucher dans une butte de neige dans laquelle ils jouaient. Ben voyons. À peine quelques heures après cette découverte, Louise Plante-Ouellette est tuée par son mari. Dans la presse du 2 décembre, la police tient à mettre au clair un point qu'ils considèrent important. Ces meurtres n'ont aucun lien entre eux. Et c'est comme ça, dans le plus grand des mystères, Annie, que 30 ans se sont écoulés depuis le décès de Sylvie. Un meurtre brutal qui n'a, à ce jour, jamais encore été élucidé. C'est difficile de croire qu'on peut abattre une femme comme ça, en pleine rue, à 18 heures, à la sortie d'un autobus, et s'en sortir sans même éveiller de soupçons sur son mobile, encore moins sur son identité. On parle plus depuis longtemps de Sylvie Sanson dans les médias, mais durant des années, chaque mois de novembre, j'ai retrouvé dans les pages de la presse ou du Devoir un encadré dans la section « In Memoriam ». Chaque année, une photo de Sylvie avec un mot gentil, rappelant que son meurtre est toujours non élucidé et qu'elle n'est pas oubliée. Ces avis ont été publiés immanquablement chaque année durant 15 ans, puis ont cessé.
c'est le moment de reprendre les rênes de cette histoire et de mettre une pause sur l'oubli. Sylvie Sanson a été lâchement assassinée à quelques pas de sa maison, à quelques pas de sa fille qui l'attendait le 28 novembre 1995, dans une rue tranquille de Pointe-aux-Trembles. Maintenant, ne l'oublions plus. Si vous avez des informations sur le meurtre de Sylvie Sanson, vous pouvez contacter le SPVM via Infocrime Montréal au 514-393-1133. Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Une idée originale et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, L'Indice.